Bonsoir, moi je suis donc architecte, hein, je parle d'un point de vue un petit peu différent. Je m'aborderai quelques éléments de calcul, mais ce n'est pas la spécificité. On fait des bâtiments, enfin on essaie de faire des bâtiments basse énergie sur différentes formes. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est deux opérations de rénovation ou réhabilitation à des niveaux passifs. L'un qui a été terminé à Paris et qui est habité depuis fin 2008, et l'autre qui est en fin de chantier et qui se situe dans la vallée de l'Essonne, donc sud d'Île-de-France, près d'Evry. Et puis je compléterai de manière un peu symétrique avec M. Delarrière sur la question de la réhabilitation des logements collectifs. Il y a sans doute un gisement considérable. Pour rappeler très rapidement ce qu'est un bâtiment passif, c'est donc des besoins de chauffage en dessous des 15 kWh par mètre carré par an. On est en énergie finale, donc l'énergie au compteur, et en mètre carré habitable. C'est une étanchéité à l'air qui est à 0,6 volumeur sous 50 pascal, donc même logique que Effinergie avec des niveaux qui ne sont pas exactement les mêmes. C'est une consommation énergétique totale de 120 kWh par mètre carré par an, qui a la particularité de regrouper l'électroménager, donc la totalité des consommations à l'intérieur du bâtiment. C'est quelque chose qui est assez inhabituel, qui est assez pédagogique. On arrive souvent dans des opérations à dire au maître d'ouvrage, là, grappiller le kilowattheure en plus en chauffage, il est idiot, changez les frigos. Vous allez gagner beaucoup plus en fait que travailler sur l'isolation. Et puis historiquement, donc c'est une notion qui apparaît en Allemagne à la fin des années 80, ce qui fait qu'outre-Rhin, il y a un retour d'expérience sur une dizaine de milliers d'opérations, je parle sous contrôle, et qui commence en France, vu qu'on les premières réalisations, c'est 2008, fin 2008, début 2009, sur le territoire français. J'ai mis en dessous une image prise un peu au hasard sur Internet, mais qui résume sans doute ce qu'est une maison passive dans l'esprit du grand public et des professionnels. Donc une boîte assez compacte, orientée sud, tartinée de panneaux solaires. Donc on verra plus loin que ça peut être un peu différent. Donc la première opération que je vous présente, elle est à Paris, dans le 14e arrondissement. C'est un projet qui a été étudié en 2006 et donc livré fin 2008, qui a comme particularité d'être en cœur d'îlot. C'est le bâtiment qui est ici. Contexte parisien classique, c'est-à-dire que la périphérie de l'îlot, c'est des bâtiments haussmanniens, R+5, R+6, R+7. Et là, on est sur une maison individuelle, donc qui est un bâtiment R+1, donc qui en hiver est complètement à l'ombre de ses voisins. Ce qu'on voit là, c'est les bâtiments qui sont au sud-est du projet. Donc une demande du maître d'ouvrage qui était très schématiquement une architecture environnementale, pas beaucoup plus définie que ça. On a convaincu assez vite de dire un bâtiment, une rénovation environnementale, ça passe forcément par la partie énergétique. Et avec lesquels on a travaillé sur une définition de bâtiment passif. Donc là, vous voyez une photo du bâtiment dans son état d'origine, construction milieu des années 50 ou début des années 50, sans permis de construire, sans fondation, posé sur les égouts du voisin, briques alvéolaires, toit en amiant, chaudière en feu, la totale. Donc quelque chose qui était proche d'une épave dans tous les sens du terme. Consommation estimée à l'époque environ 450 kWh par mètre carré par an. Donc c'était pas très bon. L'idée sur l'opération, c'est qu'on est sur un... Je ne sais pas si j'ai une slide qui le montre. Ça, c'est la façade nord sur jardin. Ça, c'est l'intérieur après la démolition. Et j'ai pas d'autres slides. On est dans un cœur d'îlot parisien qui est très protégé en termes de réglementation urbaine. Donc on avait un volume dans lequel on pouvait travailler, donc on ne pouvait pas sortir, qu'on pouvait très légèrement surélever. Et donc la règle du jeu était de conserver l'enveloppe du bâtiment et sa capacité en volume, et de retravailler très lourdement l'ensemble pour en faire un bâtiment habitable. Et la réflexion qu'on avait avec le maître d'ouvrage, c'est de dire de toute façon, il va falloir y aller assez lourdement dedans. On est contraint de conserver l'existant avec tous ses défauts. C'est un bâtiment très très médiocre. Entre un bâtiment réhabilité de manière assez classique, type maison d'architecte, et un bâtiment un peu performant, le delta, en première approche pour nous, doit être très très faible, quelques pourcents, voire tendant vers zéro. Et schématiquement, l'argent que vous nous auriez mis dans une réhabilitation classique sur une installation de chauffage, chaudière gaz individuel, radiateur, on va essayer de la placer sur l'isolation, la ventilation et les systèmes de vitrage, et d'alléger au maximum l'installation de chauffage. Le but étant d'être quasiment sur des vases communicants entre les deux, donc bâtiments plus performants et bâtiments plus confortables.
Donc là, une vue de la démolition, un petit rappel du programme. Alors on est sur une famille de 4 personnes, 2 parents, 2 enfants. On est sur des surfaces très atypiques, 300 mètres carrés. Et on est sur une famille qui travaille dans le domaine du cinéma, donc avec à la fois un travail à la maison, un bureau, une petite salle de projection type home cinéma, et puis des demandes de confort en disant la partie parents, il faut pouvoir dormir dans la journée si on fait un tournage de nuit, donc des attentes de confort et de fonctionnalité qui étaient un petit peu atypiques. Profil un peu bobo, donc des moyens mais pas considérables. Ils ont acheté le bâtiment pas très cher du fait de sa précarité juridique, non-existence sur les actes notariés. Ils ont acheté un terrain, il n'y avait rien dessus officiellement. Et donc le permis de construire l'opération a permis en fait de consolider des droits acquis déjà sur la parcelle. Donc ils ont acheté un beau jardin en Paris. Alors ça c'est la coupe supposée du bâtiment initial. Elle est fausse vu que les fondations en fait ici après sondage n'existaient pas. Donc c'est partie des surprises. Et je parlais d'un égout, en fait on s'est retrouvé avec une canalisation reliant les voisins à cet endroit-là. Et donc, on avait un volume constructible qui était limité donc, par l'enveloppe du bâtiment et puis par l'horizontale qu'on voit en pointillé ici, qui était un niveau maximal. Et dans toute logique, on a rempli ça au maximum. C'est-à-dire qu'on a créé un étage entier en sous-sol, home cinéma, mais qui a permis de doter le bâtiment de fondation, qu'il ne possédait pas. Donc là, un surcoût important, mais qui était en grande partie impératif pour des questions techniques. Et puis en retravaillant les niveaux intérieurs, rajout sous comble avec des hauteurs sous-plafonds assez faibles d'un étage en ossature bois dans lequel on a placé le logement des parents. Quelques plans pour mémoire, donc un bâtiment presque rectangulaire avec un sous-sol home cinéma buanderie, un rez-de-chaussée avec un très grand séjour cuisine qui est là, un premier étage avec les chambres d'enfants et bureaux, et un deuxième étage avec chambre parents puis un bout de terrasse. En approche énergétique, alors c'est des choses qu'on a fait en interne. Sur des projets de maisons individuelles comme ça, on n'a pas d'ingénierie mobilisable, on fait ça un peu avec les moyens du bord. On a regardé d'abord les questions ensoleillement, réflexe d'architecte assez classique, approche bioclimatique, où est-ce que j'ai du soleil, quelle énergie je peux trouver. Le bilan, c'est l'image de gauche, qui est l'héliodon donc au mois de décembre. Tout ce qui est en bleu, il n'y a pas de soleil. Ce qui est en vert, donc un petit morceau de la toiture, il y avait 2 heures de soleil. Donc, première approche, ce bâtiment-là, c'est pas la peine de compter sur les apports solaires. Et donc, une réflexion en disant approche passive, est-ce que ça marche dans ce cas-là? Donc, bâtiment très bien isolé et finalement relativement indépendant des apports thermiques extérieurs. Si on en a, tant mieux. Quand on n'a pas, on arrive quand même à faire avec. Deuxième remarque, c'est que le jardin de la maison, il est ici, donc il est plein nord, et qu'une des demandes assez évidentes et naturelles du maître d'ouvrage, c'est de dire, mon jardin, je veux avoir plein de vitres dessus. Donc une demande de façade nord extrêmement vitrée, contrairement là-dessus à tous les usages et réflexes habituels. Alors les études, on les a fait en thermique avec le logiciel PHPP, qui a permis d'affiner les solutions, et donc on tient en estimation chauffage 14 ou 15 kWh par mètre carré par an. Donc c'est des choses qui fonctionnent assez bien. On parlera plus tard des sujets de certification. Et l'idée surtout, c'est qu'on a des puissances de chauffage extrêmement faibles. Environ 11 watts par mètre carré. Ce qui veut dire qu'une chambre d'une dizaine de mètres carrés, avec une ampoule d'une centaine de watts ou un petit ordinateur, en fait, ça suffit à la chauffer. C'est d'arriver à ces niveaux-là. Résultat, dans les chambres, on n'a pas d'émetteur de chaleur. Ça, c'est une vue de la façade sud après travaux. Donc on a un bâtiment en face à 6 mètres, même pas. Ça, c'est la façade nord après travaux. Donc grand séjour vitré à rez-de-chaussée, les fenêtres en bande au premier étage. On est sur un bâtiment normal, on est vitré à 15-17% environ de la surface habitable. Là, on est à un peu plus de 22. Donc on a un bâtiment qui est beaucoup plus vitré que la normale, ce qui permet qu'il soit confortable. On est en site urbain, donc on a beaucoup de lumière grâce à ça. Sinon, on est encaissé, ça ne serait pas agréable. Et puis qui répond à une demande du maître d'ouvrage en disant je veux quelque chose de très, très, très ouvert. Pour arriver à ça, on est sur des triples vitrages, des produits à la fois sur le vitrage et sur les châssis d'origine autrichienne. On avait en 2007, quand on a fait le chantier, 2 fabricants qui distribuaient ça en France. Donc on a fait avec ce qui était possible sur le marché. Et on a une petite installation énergétique, c'est-à-dire qu'on a des sèches-serviettes dans les salles de bain, ce qui permet d'avoir 2 degrés de plus dans ces pièces-là où on est quand même déshabillé, donc c'est du confort en plus.
On a dans le séjour une trame chauffante dans le faux plafond qui va permettre, comme la pièce s'ouvre à l'extérieur, de remonter un petit peu en température s'il y a besoin. Et puis des systèmes assez classiques en bâtiment passif, ventilation double flux, récupération de chaleur, un puits canadien vu comme un grand jardin, et puis un éclairage basse consommation. Donc la photo, c'est une photo du séjour qui donne une idée de l'ambiance lumineuse. C'est des photos faites en milieu d'après-midi au mois de décembre. Donc ça montre en fait l'intérêt de faire des bâtiments très filtrés. Et pour ramener ça en consommation réglementaire, on est sur à peu près l'équivalent d'un bâtiment BBC, c'est-à-dire qu'on est entre 62 et 63 kWh par mètre carré par an en énergie primaire et à la chaude. À titre de comparaison, le BBC à Paris est à 65, et le plan climat de la ville de Paris, qu'on aurait appliqué par exemple en réhabilitation lourde, aurait été à 80. Pour arriver à ça, il n'y a pas de solution miracle, on isole très fortement. Dans notre cas, on a isolé une partie par l'extérieur qui était possible d'un point de vue réglementaire sur l'épaisseur du trait, donc la marge de manœuvre de rajout d'épaisseur sur le bâtiment. Et puis on a mis tout le complément en intérieur avec une dissociation des types d'isolants, les mousses en extérieur et côté intérieur des isolants type laine de chanvre ou cellulose, plutôt pour des enjeux sanitaires. Donc on a travaillé en fait une sorte de sandwich systématique sur l'ensemble de l'enveloppe. On a travaillé sur des vitrages, donc triple vitrage. Inconvénient considérable, c'est très 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 lourd. On est à 60 mètres de la rue, tout ça est amené à Doudom. Donc on est proche en fait des limites techniques des vitrages et de la manutention possible. Donc là c'est un retour d'expérience. Je pense qu'à l'avenir on fera des choses un petit peu plus petites. Donc là il faut 6 gars pour transporter une baie vitrée. Un travail d'étanchéité à l'air. Là, c'est la partie au deuxième étage, structure bois sur laquelle donc, on a mis un pare-vapeur continu. Donc là, on n'a pas eu trop de surprise. Le système double flux, on voit la tranchée du canadien ici. Ça marche bien. On a des clients qui sont fumeurs et qui, grosso modo, nous ont dit en une demi-heure, on sent plus rien dans la maison. On a invité des amis pour faire un réveillon. Plus aucune odeur dans le bâtiment. Deuxième intérêt dans Paris, c'est que les filtres, en un mois et demi, sont complètement noirs. Donc en termes de réduction de la pollution intérieure et donc piégeage des particules dans l'air urbain, on a un gain qui est finalement assez sensible. Ça nous a pas mal surpris parce qu'on est quand même en cours d'îlot relativement loin des grands axes. Ça s'est encrassé sur l'air entrant à une vitesse très très importante. Bon, deux, trois buts de chantier. Comme on est à chantier fait à dos d'homme, on est passé sur les produits les plus légers possibles. Une mauvaise surprise, mais on s'en est rendu compte plus tard, donc ça c'est un acquis d'expérience, c'est que le bâtiment est en briques alvéolaires, donc en fait c'est une sorte de vaste éponge avec des vitres qui communiquent partout. Là sur les bois, de la chambre des parents. Test d'étanchéité à l'air. C'est là-dessus qu'on a eu des surprises. Premier test, on était à environ un volumeur alors qu'on visait 0,6 avec des fuites un peu partout. Et là, on l'a fait avec les gars qui ont fait le chantier. L'électricien qui avait fait des trous dans la façade, il n'avait pas bouché. Donc, chaque fois qu'il y avait un trou, ça fuyait. Le gars qui avait rajouté une cloison, il avait coupé l'étanchéité à l'air. Donc, beaucoup de défauts de mise en œuvre parce que l'entreprise faisait ça pour la première fois, que nous, comme architectes, on faisait pour la première fois. Et donc, je pense que personne n'a complètement anticipé l'ampleur du problème. Voire, il a été camouflé chaque fois que c'était possible. On fait un trou dans le mur, on met une plaque dessus très vite. Deuxième test, on était environ à 0,7 volumeur. Et là, plus de fuite vraiment identifiable. Enfin, on était avec Étienne quand on a fait le test. Il y avait encore quelques petits points singuliers, et donc sans doute une perméabilité générale de l'enveloppe, difficile à traiter. Il y a des clients qui habitaient déjà chez eux, qui se sont dit, bon, le 0,1 volumeur en plus qui serait nécessaire pour la certification, il faut passer chez moi. Donc finalement, ils ont renoncé en se disant, bon, le truc fonctionne, on est bien dedans, et donc on va pas plus loin. Donc là, le premier tour d'expérience est un peu décevant, surtout qu'il y avait la télévision qui était là lorsqu'on a fait le deuxième test, et quand on n'arrive pas pile poil à ce qu'on souhaite, c'est un peu désagréable. Bon, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Étanchéité à l'air, pour ceux qui l'ont fait, ou qui ont déjà vu, on met un ventilateur sur la porte d'entrée, on met en surpression et dépression le bâtiment, et on regarde comment ça fuit. Et après, pour identifier les problèmes, on met donc à gauche un fumigène, un petit fumigène de théâtre qui va permettre de voir des jets de fumée rentrante sortant, donc les défauts d'enveloppe.
Et puis une fois que c'est vu, bah, les gars qui ont fait le chantier repassent avec adhésifs, silicone, etc., réglage de fenêtres, et on purge la majorité des problèmes comme ça. Dans ce cas-là, on n'a pas réussi à purger 100%. Coût de travaux, on est un petit peu en dessous de 700 000 euros, donc 1900 euros du mètre carré Chaune. C'est en 2007-2008 à peu près ce que les bailleurs sociaux parisiens mettaient dans des réhab un peu lourdes de logement social. Donc on n'est pas sur des choses complètement délirantes. Ramené à la complexité du chantier, en fait, on est plutôt économique. Et ce que nous dit l'entreprise qui a fait le chantier, c'est que l'analyse qu'on a faite en disant, a priori pour nous, il n'y a pas de surcoût, il est très faible, eux le corroborent en disant, on est peut-être à 2-3% près de ce qu'on avait estimé, mais pas de grosses surprises finalement dans l'économie de ce genre de bâtiment. Et deuxième bilan, donc maison habitée depuis décembre 2008, qui a eu donc un mois de janvier 2009 très froid, sur lequel nous on s'est dit on va avoir des coups de fil des clients, ça va avoir un gros problème. Très confortable et très content. Donc on s'est dit bon ça a l'air de marcher en hiver, malgré une installation extrêmement light, donc ça fonctionne. Ça passait l'été sans problème de surchauffe, donc ce qui veut dire que la manipulation des stores, etc. c'est bien fait. Les clients venaient d'un appartement haussmannien, 7e arrondissement, au milieu 19e siècle, dans lequel il chauffait à 25 degrés, ils ouvraient les fenêtres. Le bâtiment pas très confortable, difficile à maîtriser. On s'était dit dans un bâtiment comme ça qu'on a fait très simple, il y a juste un thermostat sur les sèches-serviettes et une position été-hiver sur le double flux. On s'est dit c'est très rustique, en principe il devrait y arriver, et aucun problème en fait de fonctionnement. Et ils nous ont indiqué que leur facture EDF, au bout d'un an, est en moyenne un peu plus de 30 euros par mois, ce qui fait 6% au-dessus de ce qu'on avait estimé avec PHPP, y compris donc électroménager. Donc, ce qui veut dire que le boulot parisien n'est peut-être pas si différent que ça que l'allemand moyen qui a été permis d'étalonner les logiciels. Donc, on est sur quelque chose dont la prise en main, c'est bien faite et dont le fonctionnement est satisfaisant. Entre nous, c'était quelque chose qui nous inquiétait en disant un, on peut s'être planté en calcul, deux, il peut y avoir pas mal d'erreurs de mise en œuvre, trois, on peut avoir un usage complètement aberrant du bâtiment. Finalement, tout ça a à peu près fonctionné. Par abonnement. Alors, deuxième bâtiment qui est conçu quelques mois après le premier. Donc, on n'a pas intégré dedans toute l'ouverture d'expérience. Qui se fait avec la même entreprise alors qu'on a un marché public, donc ça c'est un coup de bol. Là, à 20 000 euros près, on passait avec quelqu'un qui découvrait complètement le sujet, qui était le maçon du coin. Maître d'ouvrage public, Conseil général de l'Essonne, et un programme de bâtiment là, complètement race campagne, mais par contre parfaitement orienté plein sud, au fond d'une vallée, dans lequel on a au rez-de-chaussée du bâtiment un accueil pour le public. On est en bordure d'une zone Natura 2000 qui sont les marais de l'Essonne, qui est la plus grande zone humide d'Île-de-France, avec donc plein d'oiseaux migrateurs, etc. Et au premier étage, un programme séparé qui est le logement du gardien, qui a environ 90 mètres carrés, et qui surveille ce site-là et un deuxième site à distance. On est sur un petit bâtiment meulière 1900, comme il y en a partout en Île-de-France, des choses assez classiques. On n'était pas raccordé à l'électricité, donc site isolé. Là aussi, demande du maître d'ouvrage de faire un bâtiment écologique. On avait un programme qui était extravagant, c'est-à-dire qu'on avait toutes les techniques constructives, toutes les techniques énergétiques, et l'idée qu'il fallait faire tout. Donc on avait du bois, de la terre crue, de la paille, de la pierre, du photovoltaïque, de l'éolien, de l'hydroélectricité. Enfin, le programmiste qui avait fait ça avait accumulé les couches sans rien hiérarchiser. Et donc un des boulots qui a été en début d'opération, ça consistait à élaguer fortement en disant il faut faire simple, il ne faut pas faire un rayon de bricolage de grande surface, il faut se limiter à quelques technologies. Et puis il faut que vous ayez un bâtiment, que vous puissiez maintenir par la campagne. Donc si on fait un truc une usine à gaz, c'est même pas la peine. Au bout de 6 mois, il n'y aura plus rien. Donc, simplifier. Et là, on a un maître d'ouvrage qui nous a suivis. Ce qui était plutôt pas mal. Donc là, pour présenter le site, donc parking, on a site isolé, nappe affleurante, on a fait de l'assainissement biotope, ce qui était une première pour nous. Ça, c'est donc les zones humides qui sont en face. Dans les zones de marais, il y a des espèces rustiques de vaches qui font l'entretien en débroussaillage, donc ça marche tout seul. Le bâtiment existant, donc un bâtiment en L, à rez-de-chaussée autour d'une cour, et un premier étage seulement sur cette partie-là. Alors le programme, pour mémoire, mettait donc le logement du gardien au premier étage, mettait les parties accueillant le public ici et les réserves ici. La première chose qu'on a fait, c'est de permuter de mettre les volumes chauffés les uns sur les autres.
Donc on a des choses qui n'étaient pas du tout logiques en fait, dans la façon d'appréhender, ce qui est souvent le cas en fait, dans les programmes. Là, il y a une sorte de demande un peu diffuse, mais un peu en vrac. Donc trois éléments de programme, un logement, une zone d'accueil et puis une zone de logistique qui là est une zone non chauffée où c'est maintenu au maximum hors gel. Une vue du bâtiment, donc ça en Ile-de-France, il y en a partout, Meulière, Briques, puis bientôt en briques. Bâtiment dans un état correct mais inhabité depuis plus d'une décennie, donc vandalisé, avec des oiseaux qui nichaient dedans, etc., qu'il a fallu déplacer à le chantier. Des choses habituelles. Et donc la transformation, telle qu'elle était prévue, elle a un tout petit peu bougé entre-temps, avec une isolation complète par l'extérieur du bâtiment dans lequel on a le public et les logements gardiens. Un versant sud très bien orienté sur lequel on a mis du photovoltaïque. Un travail de requalification des façades. Donc on a complètement masqué en fait le bâtiment d'origine pour signifier les nouvelles fonctions. Et puis un élément de programme qui a sauté, qui est cette partie-là, le totem à droite, qui servait en fait à reloger les oiseaux qu'on dénichait dans le bâtiment. Ça s'est réglé autrement. Donc regroupement des dômes chauffés. Une isolation par l'extérieur très importante, une trentaine de centimètres d'isolant. Ce qui n'est pas chauffé, pas isolé. Là-dessus, des études thermiques sur plusieurs outils. On est donc en marché public, on a un bureau d'études qui lui a fait les études réglementaires. En parallèle, et un peu avant, en fait, nous on a fait des études sur PHPP pour comparer et pour éviter qu'on soit complètement aberrant. Dans ce cas-là, on a des écarts très importants d'ailleurs entre les études réglementaires et PHPP, avec des problèmes typiquement de bibliothèque de ponts thermiques. Les ponts thermiques par défaut que va prendre le bureau d'études sont aberrants, 10 fois supérieurs à la réalité, prenant pas en compte les logiques d'isolation complète, etc. Donc on a des choses qui sont là pas prédictives et assez divergentes. Sur d'autres opérations avec des thermiciens un peu plus fins, on arrive à des choses qui se rapprochent, mais quand on a en fait un bureau d'études lambda, en fait ça patouche pas mal. Alors quand on leur envoie des fluorotypes thermiques avec plein de remarques, ça ils n'aiment pas trop. Mais bon, ils s'habituent. Donc on a en logiciel donc, une étude sur ClimaWin qui nous donne environ 83 kWh par mètre carré par an, donc à peu près le niveau BBC Rénovation en Ile-de-France. PHPP qui va donner environ 64, à peu près BBC 9. On a utilisé Pliat-Confi, donc de la simulation thermodynamique, pour vérifier ce qui se passait entre les deux éléments de programme en fait, qu'on a simulés séparément et qui ne sont pas du tout utilisés pareil. Et puis les Zodial pour les calculs de facteurs lumière du jour dans la salle d'accueil du groupe, dans laquelle on a un objectif d'autonomie d'éclairage et d'utiliser le moins possible d'éclairage artificiel. Donc là, un petit rappel sur les différences. En fait, on a des outils qui sont complémentaires, qui ne sont pas vraiment convergents. En fait, on se sert de ces différents outils pour vérifier quand on modifie un paramètre, qu'on converge à peu près, ou que le delta en kilowattheure soit à peu près le même. Et puis donc du photovoltaïque, on tend vers un bâtiment à énergie positive. On a en fait une production de photovoltaïque qui permet d'économiser l'équivalent de 75 kWh par mètre carré par an. Donc selon les modes de calcul, un peu plus ou un peu moins que la consommation du bâtiment. On a 2 poêles à bois qui sont alimentés gratuitement par l'entretien du site, donc très incitatif. Le gardien son bois gratuitement. Et donc l'hypothèse qu'on a fait avec le maître d'ouvrage, c'est de dire si le bâtiment est bien utilisé, vous produisirez de l'énergie, s'il est mal utilisé, vous en consommerez un petit peu. Et vous avez là-dessus un moyen d'autocontrôle qui est assez simple. Vous avez 3 compteurs, un pour la partie collective, un pour la partie logement et un pour le photovoltaïque. Comparer ça, ça permettra de régler, de suivre de manière très schématique les consommations. Donc on va voir comment c'est pris en main et comment ça fonctionne. Donc ça, simulation d'éclairage. Le bâtiment en début de chantier, démolition. Mauvaise surprise, un peu comme sur le chantier précédent, les conduits de cheminée. C'est-à-dire que non seulement les conduits, on les a anticipés, le problème c'est qu'autour, on n'a plus rien. On a des vitres complètes de maçonnerie. Donc là où on avait anticipé une maçonnerie à peu près homogène et un travail d'enduit pour rétablir l'étanchéité de la façade, on a été obligé en cours de chantier de faire un doublage continu. De manière un peu pessimiste, en fait, le test d'étanchéité la donne 0,6 volume heure du premier coup, ce qui veut dire que sur des maçonneries traditionnelles, je vois difficilement, en tout cas sur des petits bâtiments, comment faire autrement qu'un film continu d'étanchéité à l'air à l'intérieur des bâtiments.
Alors là, on n'a pas de contrainte urbaine, donc toute l'isolation est à l'extérieur, avec la laine de bois. Alors, démarche environnementale systématique, donc on est sur un bâtiment dans lequel j'ai pas de laine minérale, j'ai pas de PVC, j'ai des laines de bois, j'ai du linoléum, j'ai de la chaux autant que possible. Enfin, le maître d'ouvrage là-dessus était très cohérent dans ses arbitrages. En fait, on a éliminé les gadgets pour pouvoir se payer une cohérence là-dessus. Escalier béton de l'étage détaché, étape de montage du bardage, donc des poutrelles en I, entre lesquelles on va coincer l'isolant. Donc j'ai comme point de contact en fait la lame de la poutrelle, 1 cm de bois tous les 60 ou 80 cm qui traverse. La cellulose en comble, la bois en panneau, mise en œuvre. L'intérieur avec le logement de l'étage, donc on a complètement viré les cloisons, on a refait une boîte dans la boîte. La mise en place du pare-vapeur continu. Donc là, même entreprise, donc la deuxième fois, ils ont fait très gaffe, et pas de problème. Ils ont fait leur troisième chantier. En même temps que celui-là, le test chez Teller a été moins bon, donc c'est-à-dire que c'est pas encore pour une entreprise qui en est à 3 opérations, c'est pas encore automatique et ça marche pas à tous les coups, mais ça s'en rapproche. Et puis donc le test qu'on a fait juste avant les vacances, et donc qui doit fonctionner, avec des ambiances de test qui sont assez marrantes. Hein. On a rempli le bâtiment de fumée, donc ça fait des ambiances de cinéma un peu félinien, ça c'est assez rigolo. Les tests, donc un peu discordant sur pression-dépression. On est meilleur en pressurisation du bâtiment qu'en dépression. Donc il y a des joints qui s'écrasent ou qui s'ouvrent plus ou moins selon la procédure de test. La toiture photovoltaïque, des systèmes allemands, Systaïc. Un design assez réussi, et une boîte qui s'implantait en France, donc il a fait un petit effort en prix. Un bardage en châtaignier et en acier portail. Et donc là, c'est le chantier, il y a une semaine à peu près, où on est en train de finir la pose des façades et on attaque les finitions intérieures. Pour résumer la complexité de réhabilitation sur ce genre de bâtiment, une première difficulté, mais qui est propre à la réhabilitation, c'est la difficulté d'avoir une bonne vision technique du bâtiment. C'est-à-dire que même en ayant fait des sondages, il y a toujours des problèmes qui ne sont pas vus. Briques alvéolaires, problèmes de fissures, etc. Donc il y a vraiment un métier pour faire de la réhabilitation énergétique, ça veut dire une très bonne connaissance des bâtiments, voire sonder et de l'expérience. Je pense que ça s'acquiert, on est en train de le faire. Deuxième difficulté, c'est qu'on a des savoir-faire d'entreprise qui là-dessus ne sont pas du tout adaptés. Donc l'idée qu'on fait des bâtiments à temps de chaleur, qu'on évite les ponts thermiques, etc. La mise en œuvre des produits qui n'ont pas l'habitude, tout ça suppose une formation de tous les acteurs. Et puis l'idée, c'est le cas chez nous et chez toutes les entreprises, en fait, que c'est des compétences émergentes. On essuie les plates sur des premières réalisations, on les améliore au fur et à mesure. Je pense qu'au bout d'un ou deux bâtiments, chez chacun des acteurs, ça marchera à peu près. Pour l'instant, les premiers acteurs font les premiers bâtiments. Donc, le processus d'apprentissage va durer, je sais pas, 5 à 10 ans peut-être. Ça marche bien. Suite de la réflexion, là on a vu deux bâtiments qui sont assez petits, une centaine de mètres carrés par étage. Qu'est-ce qui se passe quand on est sur des choses plus grosses? Donc là c'est plutôt des études, pour l'instant on n'est pas au stade de la réalisation sur ce genre d'opération. L'idée c'est qu'on a 5 millions de logements des Trente Glorieuses, qui consomment beaucoup d'énergie, qui ont besoin d'être réhabilités techniquement, indépendamment de la partie énergétique, et qui ont un potentiel d'amélioration énorme. Là, on est sur des bâtiments de la Sablière en bordure de voie ferrée. On est sur des boîtes, il y a quasiment tout à reprendre, les façades partent en miettes, etc. Donc, c'est des bâtiments qui ont besoin d'être réhabilités. On est sur des bâtiments qui sont beaucoup plus compacts. On a beaucoup moins d'enveloppe, notamment par mètre carré habitable, donc c'est beaucoup plus facile. Et donc là, juste pour finir, 2-3 exemples d'études qu'on a faites qui pour l'instant n'ont pas abouti. Sur du bâti des années 60-70, on est donc sur des bâtiments énormes. Là, on a 130 logements en un seul bâtiment. Le bâtiment fait pratiquement 15 mètres d'épaisseur. Des très grands logements, des logements qui sont tournants autour d'un immeuble central. Donc, beaucoup de qualité d'usage, des grands balcons, des vues, du marbre en partie commune, etc. Et qui consomment pas mal, 260 kWh, et dans lesquels, avec une trentaine de milliers d'euros par logement, qui répondent aux améliorations techniques, on fait des salles de bain, des porte-palières, etc. Et on travaille l'enveloppe.
on se rend compte que si on fait un petit peu attention, on fait à peu près le facteur 4, c'est-à-dire qu'on divise par 4 les consommations, et on ramène un bâtiment comme ça sans trop de difficultés à l'équivalent d'un bâtiment neuf en termes de performance. Ce qui veut dire que si on pousse un petit peu, le niveau BBC9 on atteindrait, voire des niveaux passifs. Là, un deuxième projet pour 3F, on est toujours dans Paris, dans le 20e arrondissement, où il y a pas mal de constructions comme ça. On est un peu plus récent, le bâtiment est tout début années 80, il consomme à peu près 100 kWh aujourd'hui. Là-dessus, on se rend compte qu'en mettant en œuvre les demandes du maître d'ouvrage, en faisant un petit peu attention et le budget prévu, on divise par 2 les consommations. Donc on tend vers un niveau BBC 9 sur les bâtiments réhabilités. Et là, pareil, si on pousse un petit peu les épaisseurs d'isolant, des choix de châssis, des choses comme ça, on tient le niveau du plan climat Paris qui est à 50 kWh. Donc il y a une marge de progression qui est assez considérable. On a souvent des demandes des maîtres d'ouvrage qui est direct. Bon, ça serait bien d'atteindre l'étiquette C, donc 90-150 kWh en énergétique du bâtiment, avec des budgets qui permettent d'aller sensiblement plus loin. C'est-à-dire qu'il y a là-dessus une question qu'on leur pose, qu'on se pose et qu'on leur pose à chaque fois. C'est-à-dire finalement ces budgets-là bien utilisés, c'est pas par 2 qu'on divise les consommations. Sur des bâtiments de 70, c'est par 4 sans grand problème. Si on fait gaffe aux pathologies, aux détails, et si on gère intelligemment en fait, les enveloppes de bâtiments, les systèmes de ventilation, etc. Sachant qu'on ne touche pas peu à l'eau chaude, à moins des panneaux solaires, on touche forcément à la ventilation qu'on améliore fortement, on touche un tout petit peu à l'éclairage, et que c'est essentiellement le chauffage qui permet ce gain-là. Et en fait, on a des bâtiments qui sont, du fait de leur design d'époque, épaisseur, compacité, relative simplicité, et l'état des façades, besoin d'un ravalement, qui permettent cette amélioration énergétique très très facilement. On voyait des exemples tout à l'heure avec 6-8 cm d'isolant. Le surcoût de mettre 10-15 cm d'isolant en plus, il est marginal. On a l'échafaudage, on a tout le ravalement, on a l'enduit, etc., on a les fixations. Et donc là-dessus, il y a une question de réflexe à la fois chez les maîtrises d'œuvre et les maîtres d'ouvrage, de dire, tant qu'on y est, on avance et puis on fait ce qui est possible dans le budget. Pas plus, parce que là, c'est pas raisonnable. Mais si je peux, à budget égal, passer de 150 à 90 kWh, pas de raison de ne pas le faire. En fait. Là-dessus, moi, j'ai des souvenirs de discussions avec des confrères où, finalement, si le maître d'ouvrage dit 90-150, tout le monde doit faire 145 ou 148. C'est le réflexe de dire je me mets dans le haut de la fourchette et pas dans le bas, n'est pas encore acquis. Alors, même si les chiffres que vous donniez tout à l'heure, en fait, sont très significatifs, je pense qu'on passe d'une phase où on avait une réglementation un peu voiture-balai à un moment où une majorité d'acteurs se met à anticiper les étapes suivantes. Ce qui est une transformation énorme en fait, des réflexes dans la production de bâtiments. Et donc juste pour finir, une réflexion rapide, qui est de se dire, à partir du moment où on améliore fortement ces bâtiments, thermiquement, et donc on relifte complètement les façades, c'est plus quelques centimètres, c'est 20 cm, voire plus, où on améliore la qualité d'usage, est-ce que finalement la différence qu'on fait entre neuf et réhabilitation reste pertinente? Là, j'ai un exemple en Allemagne de l'Est, un bâtiment typique de l'Allemagne de l'Est, mais je pense qu'on peut trouver des choses pas très très différentes dans les banlieues françaises. Il y a un avant-après qui est assez frappant, avec création de balcons, coupure de la barre, etc. Je pense que sans la photo de gauche, le bâtiment de droite, vous l'auriez vu comme un bâtiment neuf. Et donc la question, c'est pour nous, finalement, c'est de se dire est-ce que la limite qu'on met entre des bâtiments réhabilités et des bâtiments neufs n'est pas en train de glisser doucement vers des choses qui sont durables d'un côté, donc des choses qu'on transforme régulièrement, qu'on améliore régulièrement et qu'on met à des niveaux de performance à peu près équivalents des bâtiments neufs, thermiquement, mais également en accessibilité handicapée, en confort acoustique, etc. Et d'autre côté, du patrimonial, qui est par exemple Place de l'Opéra à Paris, où l'idée de transformer ça lourdement, alors, ce bâtiment-là n'a pas dû être découpé par l'intérieur, il y a d'autres cas de figure où c'est pas pertinent, mais finalement il y a une partie du bâti qui est celui antérieur à la Première Guerre mondiale, grande maille, qui est finalement pas si important que ça en quantité, qui pose des problèmes de pathologie considérables si on se met à le traiter thermiquement, pont thermique dans des appuis de poutres en bois, enfin, des choses qui ne sont pas très satisfaisantes. Et puis le reste, tout ce qui est, au moins tout ce qui est l'après-guerre, sur lequel finalement on peut y aller assez franchement, et sur lequel on est en train de faire l'investissement, et si on le fait bien, on a un gain considérable, c'est qu'on fait des bâtiments performants, on fait des beaux bâtiments, donc c'est plus des rustines, c'est quasiment des bâtiments neufs. Et ça, pour les habitants, je pense que c'est important, c'est de dire, c'est ce bâti des années des 30 glorieuses,
qui finalement a beaucoup de qualité, qui est rejeté très massivement aujourd'hui. On peut en faire des belles choses, on peut en faire des choses intelligentes, et finalement là où vous vivez depuis 30 ans, c'est pas une épave, c'est quelque chose qui vient lifter, répartir pour 30 ou 40 ans sans problème. Donc voilà, sujet de débat. La réponse, ça dépend des bâtiments. C'est-à-dire que plus le bâtiment est compact, plus c'est facile finalement. Pour l'avoir regardé sur des bâtiments de type tour, des choses comme ça, donc des bâtiments extrêmement épais, donc très peu de façades d'enveloppe, finalement le surcoût là devient marginal. Sur le bâtiment qu'on montrait tout à l'heure, hein, donc avec 130 logements, le principal sujet, ça va être le traitement des balcons existants. C'est-à-dire que si on veut passer d'un niveau BBC à un niveau passif, il va falloir les faire tomber. Et donc là, faire tomber les balcons de 130 logements en site occupé, c'est pas complètement raisonnable. Les bâtiments précédents de la sablière qui sont des cubes, il n'y a rien qui sort, qui sont surélevés du sol, donc on peut en plus traiter le pont thermique vers le bas du bâtiment, il n'y a pas de difficulté technique à le faire. Après, il y a des sujets de ventilation, est-ce qu'on met du simple flux, du double flux, etc. Donc c'est complexité de maintenance, est-ce que les locataires, est-ce qu'on peut rentrer chez le locataire pour changer des filtres ou pas, enfin, donc c'est tous ces sujets-là. Nous, en conception aujourd'hui sur les bâtiments, on se fixe comme objectif schématique d'être autour des 15 kWh en chauffage systématiquement, quelles que soient les techniques mises en œuvre, en disant de toute façon c'est un acquis, et après on regarde en termes de réglage, de profil de certification, ce qu'on fait. Il y a côté certification des questions d'incitation financière, des habitudes de maître d'ouvrage, et effectivement une certification sur laquelle il n'y a pas une période financière, c'est très très dur à faire passer. Et alors c'est pas le sujet d'aujourd'hui? Oui, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais en maison individuelle. Est-ce qu'on pourrait chiffrer une moyenne, justement, en passant d'un BBC à une maison passive? Surcoût? Moi, je pense qu'il est normalement très marginal. Parce qu'en maison individuelle, on va sans doute avoir besoin de mettre un double flux. On aura eu beaucoup de mal à faire autrement. Je pense que c'est peut-être quelques milliers d'euros, qui sont peut-être plus d'ailleurs sur la matière grise que sur le chantier. En disant en fait, il faut peut-être payer des études un tout petit peu plus poussées. Ça, effectivement, il ne faut pas improviser, il ne faut pas bricoler. Je dirais que si l'architecte ou le concepteur est à peu près au courant de ce qu'il faut faire et que derrière ça suit, on doit y arriver. La difficulté aujourd'hui, c'est que c'est très rare en fait d'avoir tous les interlocuteurs qui soient conscients et motivés. Typiquement, des maîtres d'ouvrage qui veulent faire un bâtiment passif avec une jolie cheminée née au XVIIIe siècle au milieu, et donc qui font un trou au milieu de leur bâtiment qui est censé être à peu près étanche à l'air. Donc on a souvent des demandes complètement contradictoires. Une des réponses peut être de dire on fait une pièce à séparer dans laquelle il y a la cheminée, puis une pièce à part traitée séparément de l'enveloppe, et puis on traite le sujet à part. Enfin, il faut y faire. Mais je dirais qu'il n'y a pas de recette. Moi, l'objectif, c'est surtout de ne pas faire la première image du PowerPoint, c'est de dire, finalement, on vend des boîtes carrées à orienter toutes pareilles avec les mêmes panneaux solaires et les mêmes solutions techniques, ça marche. C'est en faire de l'architecture et faire du sur-mesure quand on peut, etc. Il y en a d'autres comme vous, parce que ça paraît bien ce que vous faites. Oui, il y en a d'autres, heureusement. Il y en a combien? Étienne, je te serais peut-être répondu sur la partie bâtiment passif, mais aujourd'hui, je sais pas, il y a la moitié des appels d'offres publics, par exemple, qui sont sur les bâtiments BBC. Donc je dirais que la demande, maintenant, elle est là, et que grosso modo, tout le monde se le coltine au fur et à mesure. Donc, je dirais d'une poignée d'acteurs il y a 2-3 ans, on va vers une majorité des professionnels au milieu des années 2010. Donc ça se fait doucement, et ça se fait. Je pense que c'est un petit peu douloureux quand on le fait la première fois, et puis après ça marche. Pour continuer la question, il y en a beaucoup comme vous qui savent intégrer les calculs. En fait. Alors là, c'est étonnant. Réponse non. J'en connais 2 ou 3 sur la place de Paris. Je fais une formation actuellement pour l'ADEME, on désespère d'avoir des architectes qui viennent en fait. On a des bureaux d'études, on a éventuellement un maître d'ouvrage de temps en temps,
On n'a pas d'économiste, on n'a pas d'architecte, on n'a jamais de bureau de contrôle. Et donc je pense que les architectes ont peur du calcul. On a tellement culturellement perdu l'habitude de calculer les bâtiments, ça fait un siècle et demi qu'on dit que c'est l'ingénieur qui le fait, qu'on ne se recoltine pas. Et je dirais qu'il faut au moins avoir des rudiments. La question, c'est pas de dire on fait tout seul, sur une maison individuelle ça peut se faire, c'est de dire on a compris à peu près les grands principes et on peut en discuter intelligemment avec les autres partenaires. Donc ça permet en fait d'optimiser. L'optimisation d'un bâtiment neuf, elle se fait au moment de l'esquisse. Elle se fait dans les premières heures de dessin du bâtiment. C'est un moment où l'ingénierie n'est pas là. Elle arrive beaucoup plus tard dans le projet, et donc si c'est pas bien fait à ce moment-là, c'est raté. On peut mettre des rustines, on peut compenser partiellement, on rajoute des systèmes techniques, etc., des épaisseurs d'isolant. Il y a des cas de figure où on n'y arrive pas. Moi, j'ai des échanges avec Parahabitat qui me disent on a des bâtiments neufs, même avec 30 cm d'isolant double flux triple vitrage, on n'arrive pas à tenir le confinement. Donc si l'architecte au début n'a pas au minimum une culture générale là-dessus, je pense que c'est perdu. Et pourquoi l'ingénierie n'est pas là de l'expliciter? Ça, c'est une autre question. D'une part, ça se fait très très vite. D'autre part, culturellement, l'ingénierie, elle est là en avant-projet détaillé, donc elle arrive une fois que le projet est à peu près stabilisé. En tout cas, les architectes, chacun fait les choses dans son coin, et on a énormément de mal en fait, à mobiliser les ingénieurs à ce moment-là. En disant on a besoin de passer une après-midi autour d'une table à discuter du projet. Généralement, on les voit en ces phases-là pour discuter des honoraires. C'est un peu le hic. J'ai très très rarement de l'ingénierie qui me dit j'ai regardé le dossier, quand est-ce qu'on s'y met, on y va. Généralement, j'ai un coup de fil de la secrétaire qui me dit mon tableau d'honoraires, qu'est-ce qu'on dépasse 0 € ici, c'est mieux pas. Donc là-dessus, il y a un problème culturel côté architecte vis-à-vis du calcul. Je pense qu'il y a également un problème d'ingénierie où en fait il faudrait remonter d'une phase, voire de 2 phases, en fait toutes les études. Ce qui veut dire aussi qu'il ne faut pas que le projet change à chaque phase parce que ça coûte de l'argent. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas que les architectes improvisent. Il faut que les maîtres d'ouvrage ne changent pas d'avis à chaque phase. Je veux dire que tous les programmes qu'on a, on a au moins un changement de programme lourd pour d'APS par exemple. Donc le projet part à la poubelle. Donc tous les calculs partent à la poubelle, on reprend, etc. Ouais, sans compter le fait qu'en plus derrière le constructeur, lui, quand il arrive sur le chantier, son intérêt c'est quand même de faire de la prise de prix sur sa marge et de proposer des variantes. Donc globalement, vous avez toute la chaîne qui est à remettre en cause. C'est le principe de la loi MOP, où le maître d'ouvrage va acheter d'un côté de l'architecture, puis ensuite des études, un ingénieur, puis ensuite des travaux. Donc obligatoirement, vous êtes dans un schéma d'achat en série, et dans ce que vous dites, vous avez parfaitement raison, et je pense que tout le monde a à faire un effort dans la chaîne, et c'est surtout le processus d'achat global qui doit changer. Et il faut mettre autour de la table, dès le départ, l'architecte, l'ingénieur et le mec de travaux, pour qu'ensemble, ils puissent construire une offre globale qui permettra d'atteindre ce résultat. Et ça, c'est une remise en cause complète de la culture du bâtiment. C'est une vraie rupture sur le marché. Pas que ce soit séquentiel. Absolument. Départ. Mais c'est un des grands sujets actuels de discussion, et notamment des contrats de performance énergétique du Grenelle, qui doivent être des offres globales si on veut y arriver. Parce que moi j'avais une question aux deux intervenants, c'est quand on voit que vous dites d'un côté il faut peut-être 5 à 10 ans de formation de l'ensemble du secteur, parce que c'est tout le monde, c'est évident. Bon, et puis que de votre côté vous dites, si j'ai bien noté, il y a eu 30 000 demandes de certification, alors peut-être que vous n'avez pas la totalité du marché, parce qu'il y a d'autres certificateurs, et puis il y a peut-être un peu plus d'opérations. On voit en face l'objectif politique qui est de faire 400 000 logements par an et de tenir le Grenelle dans 10 ans. On se pose une question. Est-ce que, à votre avis, à tous les deux, je pose la question, c'est réalisable et sous quelles conditions? Désolé. Oui. Alors, avant de répondre à la question, je vais juste rebondir sur ce que vous disiez sur la chaîne où aujourd'hui chacun peut avoir, ou a pu avoir tendance à travailler de son côté. On observe, nous, de plus en plus dans le logement, ce qui n'était pas le cas antérieurement, moi je ne l'avais jamais connu, de projets en conception-réalisation. Alors, on aime, on n'aime pas, on peut critiquer, mais du coup là, c'est le maître d'ouvrage qui, effectivement, dès le début, il fait son programme, et ensuite il désigne une équipe complète, où là on pense du coup qu'on va forcément intégrer
l'ensemble de l'ingénierie et la réalisation derrière. Et ça se fait en logement, en neuf et en rénovation, alors que ça ne se faisait pas, avant. Alors après est-ce qu'on va arriver alors je ne sais pas sur le logement social dont je parlais tout à l'heure, je suis pas inquiet parce que la demande du Grenelle c'est de réhabiliter grosso modo sur les épaves, c'est pas forcément des épaves mais au-delà de la classe D, 70 à 80 000 logements par an. Alors nous on en voit passer 30 000 environ aujourd'hui, donc il s'en fait un peu d'autres. Et je pense qu'on peut y arriver, oui, ça oui, on y arrivera. Le problème, c'est plus sur l'individuel en diffus et puis sur la copropriété, surtout la copropriété d'ailleurs. Parce que l'individuel en diffus, on saura régler les problèmes techniques et décisionnels, ça prendra du temps ou financier. Sur la copropriété, là, ça va être très très long et très compliqué. Et ça se fera dans les années. Il faudra 40 ans, quoi, 50 ans. Oui, moi, je dirais que moi, je suis à la fois confiant et inquiet. Les deux exemples que je vous ai montrés là, c'est des cas extrêmes. C'est un tout petit bâtiment avec des niveaux d'énergie élevés, des problématiques constructives. Dès qu'on est sur des choses un peu plus grandes, un peu plus répétées, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc, je dirais que là où on se casse un peu la tête pour faire des choses comme ça, plus c'est gros, donc plus finalement il y a d'honoraires pour travailler en études, plus il y a de moyens de tester sur un bout de bâtiment, puis de répéter, etc., plus ça va être simple. Donc je pense qu'on doit y arriver comme ça. Moi, l'inquiétude que j'ai, en fait, c'est des investissements qui ne sont pas rationnels aujourd'hui. La quantité de bâtiments dans lesquels le maître d'ouvrage commence d'abord par changer la chaudière, puis se pose la question d'isoler le bâtiment. Donc il surdimensionne largement, et après, si on isole, la chaudière ne marche plus. Donc, il y a des exemples comme ça, il y en a partout, et donc l'idée de dire qu'il y a une stratégie sur un bâtiment, donc il y a une réflexion en amont, quelle que soit la forme, en interne ou en externe d'ailleurs, j'en sais rien. Et finalement, quand on prend un projet, on est dans une logique de l'améliorer à chaque étape, conception du chantier autant que possible. Ce réflexe-là, il n'est pas. Effectivement, si on rate sur les 5 ou 10 prochaines années la grosse marche énergétique possible, la prochaine, elle est dans une trentaine d'années. Donc il y a un gros enjeu là, et il est chez tout le monde. C'est-à-dire que, côté entreprise, par exemple, moi j'attends le jour où j'aurai une entreprise qui va me prendre un projet, qui va me dire, variante entreprise, j'ai trouvé le moyen d'améliorer 10% la performance énergétique, coût égal, surcoût, je vous propose tant surcoût, ce qui me paraît légitime par rapport à ce que je gagne. Pour l'instant, nous, on voit arriver des dossiers où l'entreprise qui sous-traite d'ailleurs en extérieur ses propres études thermiques va doubler la consommation du bâtiment en première approche sur sa propre étude. Donc il y a vraiment des réflexes, un réflexe d'amélioration permanent qui manque. Et ça, je pense, ça va diffuser progressivement parce que c'est du gaspillage, je pense que c'est pas mal de bon sens. Mais ça veut dire que tous les acteurs se forment et tous les acteurs se coltinent le problème. Mais je pense de fait, un projet, c'est une maison individuelle, c'est 2 ans, un immeuble collectif, c'est 3 à 4 ans, une réhabilitation phasée, c'est un peu plus long. Obligatoirement, d'ici 5 ans, une part très importante des professionnels auront touché le problème, auront un retour d'expérience et commenceront à dire où est-ce qu'on a pêché, comment on peut améliorer. Une petite question. Une question pour vous titiller sur les méthodes d'étanchéité, vous parlez de silicone, tout ça. Dans le bâtiment, il faut raisonner à long terme, en termes de durabilité. Quelle durée de vie vous estimez pour je dirais, ce maintien de performance? Est-ce que ça veut dire que dans 10 ans, il faut peut-être refaire une opération? Quelle visibilité a-t-on pour le maintien de performance déjà? Une deuxième question, est-ce que vous pouvez clarifier? Vous avez parlé par exemple d'utilisation par vapeur continue. Bon, enfin, quand vous dites le terme continu, ça veut dire par vapeur pourquoi? Rappelez la fonction de cette globale. Vous avez aussi parlé d'un film continu. Alors, est-ce que vous pouvez clarifier ça? Voilà, deuxième question. Première question, durée de vie des étanchéités à l'air, je dirais que je n'ai pas une idée très précise pour être honnête. Ça veut dire, c'est des adhésifs, c'est des choses comme ça, donc c'est quelle est la durée de vie des produits. Par contre, moi la remarque que je fais, c'est qu'un bâtiment dans lequel en fait, on teste l'étanchéité à l'air, c'est-à-dire qu'on a fait très attention à la mise en œuvre de l'enveloppe, et donc
je considère que le bâtiment est normalement construit dans son détail beaucoup mieux qu'un bâtiment lambda. C'est-à-dire que ce qui est très frappant sur les premiers tests qu'on a fait, c'est que quand l'entreprise pense avoir fait des efforts considérables, en fait, ça ne marche pas encore. Et donc, on va, via ces tests-là, sur des bâtiments qui, je pense, seront beaucoup mieux réalisés. Après, la sensibilité de l'étanchéité à l'air, si on est à 0,6 volumeur, 1 volumeur, c'est assez marginal dans le bilan énergétique final, à condition, si je suis une enveloppe à peu près étanche, très étanche ou pas mal étanche, ça ne change pas grand-chose. Si j'ai une passoire d'un côté et un bâtiment à peu près étanche, là, ça change quelque chose. Voilà sur la première question. Deuxième question, oui, les produits qu'on a mis en œuvre, en fait, sont des pare vapeur, des produits qui sont pratiquement étanches à la vapeur d'eau et à l'air. Donc, schématiquement, c'est des films type Craft ou équivalent avec du scotch entre chaque lait. Je le simplifie grossièrement. Le but, c'est qu'on ne laisse pas des trous dans le bâtiment. Quand on parle d'étanchéité à l'air, c'est extrêmement relatif. Ça veut dire que on recherche quelques dizaines de centimètres carrés dans l'enveloppe de chacun des logements. Donc c'est des fissures, c'est des joints mal réalisés, donc c'est une étanchéité extrêmement relative. Là, c'est des bâtiments qui, je ne sais pas, en cas de guerre chimique, je ne pense pas que ça sauve la population. Réflexion. Vous dites que c'est l'étanchéité à l'eau, aussi en même temps, bien sûr, à la vapeur d'eau. Ça veut dire que évidemment, la condensation d'eau, comment néanmoins peut-on gérer certaines condensations d'eau induites par exemple par les phases de refroidissement, certaines parois, etc. Parce que l'humidité reste contenue quand même, c'est dans l'enveloppe. En fait, on en a beaucoup. Ou on l'évacue aussi par le flux. D'une part, on ventile et on essaie de mieux ventiler. D'autre part, si le bâtiment est bien conçu, il y a quasiment plus de pont thermique, donc de surface froide sur lesquelles on peut avoir condensation. Donc à l'intérieur du bâtiment, pour l'avoir testé sur la première déconstruction en plein hiver, j'ai un degré et demi de différence entre le point le plus froid et le plus chaud de la pièce. Dans un bâtiment lambda, ici, je ne sais pas, il y a au moins une quinzaine ou une vingtaine de degrés entre la surface de vitrage et l'autre bout de la pièce. Donc là, j'ai des phénomènes de condensation. Les points singuliers, en fait, c'est les interruptions de l'enveloppe. C'est pour ça que moi, je suis très prudent sur le bâti ancien. C'est-à-dire que quand on ne va pas pouvoir traiter de manière homogène l'enveloppe, isolation par l'intérieur, bien fait, les points froids qui vont rester, appui de structure notamment, là, on va avoir des migrations d'eau. Sur un bâtiment du XVIIIe siècle avec des planches en bois, je pense qu'on va vers des catastrophes complètes. Sur des bâtiments métalliques ou des bétons armés des années 20 qui sont un peu expérimentaux, en fait, l'amélioration thermique, si elle est mal faite, donc si elle est pensée en surface continue, mais pas sur les points singuliers qui sont c'est que les points singuliers qui sont problématiques, on va vers des ruines sur les bâtiments. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est pas un petit machin que chacun fait dans son coin au fur et à mesure. S'il n'y a pas une vision globale en fait, de stratégie sur le bâtiment, ça ne pourra pas marcher. Si, il y aura des sinistres, et puis dans 10 ans, on se dira, bon, c'est pas comme ça qu'il faut faire, on change. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager une formation des architectes, justement obligatoire? Ils veulent pas venir, c'est ce que vous avez dit, ouais. Mais... Là, c'est un problème encore plus lourd. Moi, j'ai plusieurs casquettes. Je suis architecte, je suis enseignant vacataire dans des écoles d'architecture. Et là, on voit que les étudiants sont extrêmement demandeurs. Je pense que les jeunes de 20 ans ont compris le problème et sont en demande. Il n'y a pas de professionnel capable de répondre. L'école de Marne allait chercher un enseignant pour des cours de construction sans charge, et ils n'ont pas trouvé. C'est-à-dire des gens qui soient intéressés pour faire de la pédagogie sur des sujets techniques en école d'architecture. Il n'y a pas grand monde. Donc on a du mal à mettre ces gens-là. Les architectes qui sont en place, qui, je sais pas, une cinquantaine, qui font comme ça depuis 10, 15, 20 ans, quand il y a des nouveaux arrivants, ils voient ça comme empiétant dans leur savoir-faire traditionnel, donc ils ne veulent pas trop. Donc ça marche pas très bien. Formation professionnelle des architectes, ça marche pas très très bien, même si l'ordre fait des efforts là-dessus, en essayant de faire enregistrer les crédits de formation. Oui, je pense que comme les médecins, c'est quand il y a des évolutions importantes du métier, ça devrait être un réflexe. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une partie de la profession qui commence à se dire oui, il faut qu'on aille de l'avant, et puis une autre partie qui est les deux pieds sur le frein en disant surtout ne mouvons pas.
Non, les bâtiments collectifs des années 60, est-ce qu'il y a actuellement beaucoup de demandes? Parc privé, ouais, j'ai jamais été sollicité. Je ne saurais pas vous répondre. Qui est-ce qui peut solliciter là? Ce sont les syndics? C'est les syndics ou les conseils syndicaux? Nous qui mettons en place cette certification sur la copropriété, on a quelques conseillers syndicaux, présidents de conseil syndical volontaires qui sont dans nos groupes de travail, mais bon, on les compte sur les doigts d'une main. Voilà, il y en a certainement beaucoup plus. Hein. Ça sera quelques personnes très engagées qui auront cette idée et qui sauront convaincre la copropriété. Moi, c'est parce que je pense que ça va plus seul. Alors, c'est très bien. Il faut convaincre la copropriété. Il y a un problème, si vous voulez, il y a un problème. C'est extrêmement difficile de convaincre l'ensemble des copropriétaires. Mais s'il y a des moteurs, s'il y a des gens qui savent les intéresser, ils sont vieux, 60, 75. Il y a beaucoup de gens, copropriétaires, ils sont vieux. Les nouveaux, ils sont complètement strangulés. Ils ne pourront pas avoir même 4 000 euros de prêt. C'est ça le problème. Et puis il y a un problème global de modèle économique. À partir du moment où vous faites votre réhabilitation et que vous, en gros, vous avez des retours des opérations pilotes qui commencent à avoir quelques concepts, on est sur des retours sur investissement de 20 à 40 ans en fonction de l'hypothèse qu'on prend sur l'évolution du prix de l'énergie dans les années à venir. Quand vous savez que la durée moyenne d'un copropriétaire dans son appartement c'est 7 ans, vous avez compris quoi. Hein, vous investissez, puis c'est pas vous qui allez récupérer l'économie d'énergie derrière, puisque vous allez repartir. Bon, donc il y a une espèce d'effet de ciseau qui est extrêmement complexe d'un point de vue économique. Vous avez d'autres problèmes sociologiques, c'est que en général c'est plutôt les personnes âgées qui gèrent les syndics. Hein, voilà, et donc eux ils sont plutôt à 24 degrés donc ils n'ont pas tellement envie non plus de bouger trop. Il y a énormément de sujets qui sont très très complexes là-dessus, puis il y a un problème de loi, de décision dans les copros qui va évoluer avec le plan Grenelle 2 normalement, enfin avec le plan Grenelle. Hein. Et c'est vrai que c'est un des sujets très très compliqués du Grenelle. Hein, et Pelletier qui s'en occupe, qui est le président en bâtiment, est conscient, il travaille beaucoup là-dessus. Le débat s'anime. Il y a une incitation tout de même, c'est que le prix des logements, comme vous voulez les vendre, il y a eu la crise, mais il y a aussi la menace avec le Grenelle de l'environnement d'une surtaxe, et il y a un tiers du prix qui vient de chuter. Hein. Les gens, même si, dans mon cas c'est comme ça, et si les gens investissent, même si c'est pour 4 ou 5 ans, à la revente, c'est quand même intéressant. Parce qu'ils auront peut-être mis 30 000, mais ils auront gagné 60. Mais vous n'avez pas encore de modèle économique qui le montre et de chiffrage de la chose. C'est-à-dire que c'est le même problème que dans le tertiaire privé. C'est-à-dire que le tertiaire privé, le gestionnaire d'actifs en tertiaire privé, il a la même problématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va à droite de la page. Et aujourd'hui, dans les modèles économiques, on commence à avoir quelques études sur le futur impact économique de la valorisation verte, en quelque sorte, de la green value. Hein. Il y a quelques études américaines, je pense que vous les avez vues, qui commencent à sortir, mais pour faire des bonnes études qui permettent quelque part de définir la valorisation verte sur le marché, il faut travailler sur un certain nombre d'échantillons, hein, et des grands échantillons, parce que sinon c'est pas discutable. C'est pas sur 2 bâtiments qu'on peut le faire. Alors, vous l'avez vu, on est quand même sur un certain. Il y a 7000 certifications, c'est encore trop tôt. Donc on n'a pas cette valorisation qui permet de déclencher. Puis dans les copropriétés, vous avez ce problème de décisions à l'unanimité, etc. Donc dans le Grenelle 2, il y a plein de dispositifs qui sont en train d'être mis en place, mais ça prend un peu de temps. Et c'est vrai que c'est un des vrais problèmes. Non. Monsieur a un peu répondu à ma question, mais est-ce que chez Qualitel, il y a un observatoire de la valorisation justement des opérations certifiées, sans même parler forcément de green value avec les nouvelles certifications vertes? Vous avez un petit historique sur le patrimoine habitat ou des choses comme ça? Non. Alors aujourd'hui, on observe les pratiques constructives dans le neuf. On commence à l'observer en rénovation, mais on commence seulement. On commence à observer le fonctionnement du logement certifié il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans.
Donc comment il est vécu par le particulier, ça on commence à l'observer. En revanche, en termes de valeur, c'est très compliqué. On est en train aujourd'hui d'intégrer des exigences visant à valoriser l'approche en coût global dans la construction, la rénovation. Et la problématique de la valeur est qu'elle est liée pour l'immobilier beaucoup pas forcément uniquement à la valeur intrinsèque du bâtiment, mais aussi à la valeur, l'emplacement, clairement, du marché, le prix du marché aussi. Et donc pour déconnecter tout ça, c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, non, on n'a pas cette observation. Les Suisses de Minergie, il me semble, ont communiqué un peu là-dessus. Minergie le fait. Plus 15%. Bon, je sais pas ce que ça vaut. Je sais pas ce que ça vaut. Franchement, moi j'ai vu des études en tertiaire. Donc en tertiaire, il y a une étude du RIX qui est parue il y a. Une étude du RIX qui est parue il y a un an et demi à peu près sur, si mes souvenirs sont bons, 700 bâtiments tertiaires aux États-Unis, tous labellisés LEED, Energy Star, un autre modèle de certification. Et ils annoncent des valeurs de 16% sur la valeur patrimoniale et de 3% sur la valeur locative. Bon, c'est aux États-Unis. Il y a une étude anglaise dans une université qui est parue il n'y a pas très longtemps aussi là-dessus. Il commence à y avoir des espèces de modèles mathématiques là-dessus. Mais bon, voilà, en France, on n'a pas encore de retour. C'est insuffisant. Un lead sur le tertiaire, quand ils communiquent, ils disent le gain il n'est pas sur l'énergétique. Le gain en tertiaire, il n'est pas sur l'énergétique, il est sinon sur l'absentéisme. Vous allez gagner essentiellement en absence dans les bureaux, qualité sanitaire, éclairement, dépression, tout ce que vous voulez. Et pour les bâtiments scolaires, même communication, vous allez gagner, je sais pas, 15% sur les résultats scolaires des étudiants. Donc, ce qui est assez honnête en disant finalement l'énergétique dans un bâtiment comme ça, c'est pas en termes de coût global, c'est un outil de travail, c'est finalement assez marginal. Donc, ceci dit, l'échantillon des bâtiments certifiés LEED, en l'occurrence, est un échantillon qui était à des niveaux de performance qui ne sont pas exceptionnels. D'ailleurs, aux États-Unis, la réglementation est très faible, l'exigence est très faible, donc il est assez facile de faire mieux. On peut penser que dans les années qui viennent, la valorisation sera beaucoup plus forte compte tenu des coûts d'énergie qui sont plus élevés. Ça veut dire qu'il faut intégrer autre chose que l'énergie dans la démarche. De toute façon, oui, il y a tout à intégrer. Et dans le logement, on sait bien que le prix du logement n'est pas fait aujourd'hui majoritairement par la valeur intrinsèque du bien, mais par son emplacement et la valeur du marché. L'état du marché à un moment donné. Dans le tertiaire, c'est pas l'énergie qui va faire décider à un gestionnaire actif de faire une réhabilitation. Ça sera autre chose. Ça sera une rénovation globale dans laquelle il intègre la productivité du travail, l'usage du bâtiment de façon différente, plein de paramètres. Mais ça ne sera pas que l'énergie. L'énergie n'est pas assez chère aujourd'hui. Elle le sera peut-être dans 15 ans, mais aujourd'hui, ou dans un an. On ne sait pas. C'était peut-être le mot de la fin, non? Une question. Oui, une question. Bon, voilà, je suis président du conseil syndical de 1600 logements, mais dans la forêt, c'est du pognon, donc il y a de la qualité architecturale. Et moi, je serais assez moteur, mais enfin, il faut que j'arrive à convaincre le conseil syndical et tout le monde. Donc, j'ai un magnifique projet, un cas d'étude ou un cas d'école à proposer. Voilà. Alors, il y a une question que je me pose. On peut l'expérimenter en certification avec un architecte. Oui, pourquoi pas. Est-ce qu'on peut phaser ce genre de réhabilitation? Un exemple très simple, aujourd'hui, on est en train de refaire des toitures de terrasse. Parce qu'il y a pas d'étanchéité. Alors, ça a été engagé il y a 2 ans, j'étais pas. Et on met 90 mm d'isolant, je sais pas quoi, pour l'emploi. Voilà, alors moi je me dis, au minimum, il faudrait faire un diagnostic global et puis un espèce de plan pluriannuel qui soit cohérent. Et on commence par peut-être ce qui est le plus rentable au départ. Est-ce que vous pensez que c'est une démarche qui est productrice en fait, Moi, je peux juste répondre avant que Marc réponde, mais c'est la bonne façon de faire. De toute façon, en copropriété, c'est forcément un programme de travaux pluriannuel, hiérarchisé, quantifié, chiffré, et puis ça prendra 3, 4, 5 ans, 6 ans, le temps nécessaire. Il n'y a pas d'autre façon de faire, parce que de toute façon, pour le financement, les copropriétaires ne pourront pas l'assurer autrement. Alors, même si l'éco-prêt de zéro est accessible pour les copropriétaires, on
pourra pas faire autrement, de toute façon. Oui, je pense, enfin, même réponse, hein. Il faut faire les choses dans l'ordre, donc il faut avoir une vision stratégique avant, être capable de la tenir sur la durée. Effectivement, il faut mieux commencer, enfin, j'en ai l'exemple de la chaudière tout à l'heure, il faut mieux commencer par l'isolation de l'enveloppe et les systèmes de ventilation et tout, avant de toucher à la chaudière. Ça veut dire également qu'il faut faire attention à ce que si les phases s'espacent un petit peu, on n'ait pas des désordres dans le bâtiment qui apparaissent. Typiquement, je ne sais pas si j'isole très fortement un pignon, une toiture, et que le reste va attendre plusieurs années, il faut considérer qu'on a au minimum des peintures ou des papiers peints à faire dans tous les logements et qui vont commencer un peu. Alors c'est pas très grave si c'est quelques 2-3 ans. Si ça dure plus longtemps, pareil, on va vers des sinistres ou des dégradations du bâtiment. Et aujourd'hui, on a rarement en fait cette question-là. Alors nous, architectes, finalement, on vient nous voir quand il y a un problème général. On a ça qui nous revient. Les bureaux d'études qui ont ces questions-là, ils ont des questions fragmentées en disant la ventilation ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et ils ont énormément de mal à dire là, on va faire un bilan global, on va faire peut-être une mesure thermique, et puis on va vous dire qu'il faut faire de la ventilation et qu'il faut faire un bouquet avec 3-4 solutions impératives en simultané pour faire les choses intelligemment. Donc mais je pense qu'effectivement, si on ne fait pas globalement, on gaspille en fait du temps et de l'énergie, voire on fait exactement le contraire de ce qui était souhaité. Donc si on est dans un conseil syndical, la première chose à imposer au syndic, une vision globale avant de commencer. Oui, impérativement. Dans le cadre de la certification sur la copropriété, on impose un diagnostic tel que celui que je montrais tout à l'heure, un peu allégé, mais voilà, il y a ce diagnostic préalable, une estimation de la performance énergétique du bâtiment et le programme pluriannuel par une maîtrise d'œuvre compétente. Et là, ensuite, la copropriété doit se décider par rapport à ça, mais globalement, sur des niveaux d'exigence à atteindre à terme. Pour les parties communes, et après, le cas échéant pour les parties privatives, c'est chaque copropriétaire qui peut, s'il le souhaite, faire ou pas faire. Bien, voilà, c'était donc le mot de la fin. Je crois qu'on a vu les pistes des prochaines conférences de Centrale Énergie sur l'habitat, bilan global, retour, Grenelle 2, etc. Entre-temps, je voudrais surtout remercier Antoine Desbarrières et Marc Pénard pour nous avoir donné aujourd'hui un éclairage tout à fait intéressant sur ce qui se fait et ce qui se fera peut-être demain. Et pour une fois qu'on les aura remerciés, je vous propose d'aller nous restaurer, enfin nous boire un petit peu. Et alors pour ceux qui sont inscrits au Synergie Contact, vous prenez un verre et on va se regrouper dans 5-10 minutes autour de cette table. Si ça vous convient. Voilà, merci beaucoup.